Gros morceau, aujourd'hui on parle de Giorgino, le film maudit de Laurent Boutonnat. Giorgino, c'est un film de 3 heures sorti en 1994 au cinéma, enfin. Enfin, après 10 ans à faire des vidéoclips, Laurent Boutonnat va enfin produire et réaliser son long métrage, pouvoir prendre le temps de déployer tout son univers, de filmer les décors qu'il aime, de reconstituer toute une époque et de faire évoluer des personnages complexes. C'est un investissement total, le scénario, la musique, le financement, la mise en scène, il crée de toutes pièces le film qu'il ruminait depuis l'adolescence. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, et il y a plus de chances que vous l'ayez pas vu en fait, Giorgino c'est un tunnel, à la fois des décors enneigés, mais une ambiance étouffante, pas un rayon de soleil, des allers-retours entre les sous-sols glauques d'un asile psychiatrique et un village rempli de femmes qui connaissent pas trop la notion de consentement, des personnages durs, divagant entre la folie, les superstitions, la frustration et la violence. Tu peux te garder ton dieu, sale boiteux. Mais c'est une expérience, une vraie expérience de cinéma. On ressort de ces 3 heures en ayant l'impression de revenir d'un très long voyage. Pour fêter les 30 ans du film, Giorgino est ressorti avec un nouvel étalonnage, c'est-à-dire un rééquilibrage des couleurs, et des projections dans une poignée de salles en France, dont Paris, en présence de l'auteur. Alors Giorgino, ça raconte quoi ? L'histoire se passe à la fin de la guerre 14-18. Giorgio, un jeune médecin très malade, veut revoir les orphelins dont il s'occupait avant la guerre. Où sont-ils ? Ses recherches le mènent dans une région montagneuse où il apprend que tous les enfants sont morts. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants ? Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants ? Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants ? Alors dans le village où tous les hommes sont partis au front, les femmes accusent les responsables de l'orphelinat du coin, un certain docteur de grâce un peu chelou qui fait des piqûres, et sa fille avec un petit retard mental, sujette à des crises de violence. Fille fragile dont Giorgio, évidemment, va tomber amoureux. Je vous aime. La défense de la famille de grâce, c'est l'existence de loups. Les loups. Que tout le monde croit entendre, mais que personne ne voit jamais, sauf les enfants du village. Il y en a au moins 100. Puis la fin de la guerre arrive. Le drame du non-retour des hommes au village, ainsi que l'obstination de Giorgio, Je vais l'épouser. vont provoquer la dévastation de tous les personnages, puis, enfin, la révélation finale. Alors oui, il faut un peu s'accrocher, le rythme est lent, le scénario funeste, les personnages sont pas très expressifs. Vous voyez là par exemple, il dit oui, et là elle répond non. Mais pour comprendre ce que c'est Giorgino, à la limite on pourrait se contenter du pré-générique, qui, comme souvent dans les pré-génériques, raconte beaucoup. Voilà, en fait, il balance tous les éléments du film. Vous avez peur de la mort, Vali ? Oui ? On dirait qu'elle aussi a peur de vous. Dès le premier plan, on sait que le sujet du film, c'est l'enfance. Avec ce petit garçon qui va devenir orphelin pendant le pré-générique. Arrêt cardiaque pendant l'amputation. Et alors ? Il y a son fils qui l'attend dans le couloir. Apparition du héros orphelin lui-même, ça c'est très important, Parents italiens ? Oui. Mais je les ai pas connus. dont on devine que c'est les derniers jours. Vali, logiquement, vous êtes mort. Il y a même un échange supprimé au montage où le médecin lui recommande de ne pas prendre froid, sinon il finira dans la gueule du loup. Et alors que se lance le générique, on verra cet enfant désormais orphelin partant au loin, accompagné d'une religieuse, et Giorgio s'identifiant, comme s'il voyait de nouveau s'éloigner sa propre enfance sacrifiée et désormais inaccessible. Giorgio va-t-il mourir avant d'avoir connu sa propre enfance? Là est toute la question métaphysique du film. Ça fait beaucoup d'orphelins pour un film, mais c'est loin d'être terminé. Le personnage de Catherine deviendra elle-même orpheline. Elle arrive dans le film à l'occasion de la mort de sa mère et clôt son personnage en enterrant son père. Donnez-moi votre manteau. On va l'habiller. C'est un peu les derniers jours d'un homme et son parcours vers l'enfance, en fait. Alors c'est jamais formulé comme ça dans le film, mais si on fait attention, dès le premier dialogue, Giorgio est déjà pris pour un enfant. C'est moi, Giorgio Vali. Ensuite, il se fait corriger et disputer comme un enfant. C'est pas bien ce que vous avez fait. L'aubergiste le traite comme son fils parti à la guerre. Le docteur de grâce l'appelle par un surnom d'enfant, qui donne d'ailleurs son titre au film. Giorgino. On le force à sucer son pouce. Laissez-moi de la lumière. On le fait jouer à Colin Maillard. Et au bout d'un moment, il se met lui-même au jeu d'enfant. Boutonnat disait que Giorgino était une sorte de cauchemar. Il y a de ça. Chaque fois que Giorgio essaye de regagner Paris ou l'attend sa vie d'adulte, les événements le ramènent sans cesse dans les montagnes, où il est maltraité, supplicié et menacé par les loups. Sur le chemin, à plusieurs reprises, lui apparaît un mystérieux enfant, petit Georges, perdu et le visage déformé, comme un fantôme de sa propre enfance gâchée. Et cette enfance symbolique qui lui manque, Le chapeau. conserve avec elle la carte dont il aura bien besoin à l'âge adulte pour se repérer dans la vie. Je vais prendre ma carte qui est dedans.
Giorgio, malgré lui, retrouvera dans ces montagnes sa propre enfance grâce à Catherine, qui, elle, est restée une enfant. De toute façon, c'est resté une enfant. Et sur le tournage, Laurent Boutonnat prenait soin de diriger ses acteurs pour qu'ils n'agissent pas comme des adultes. Comme un petit enfant. Facile. C'est pas avec les mains. Oui, c'est. Comme une petite fille. C'est hystéricose, donc tu crois que c'est que les pieds? C'est les pieds. À Chanteloup, il n'y a que les enfants qui peuvent voir les loups. Les adultes, eux, n'y croient Il n'y pas. a jamais eu de loup ici. Ce qu'on entend, c'est le vent du nord, quand il frotte contre les pierres de la vallée. Et ce n'est donc pas un hasard que Giorgio, redevenu enfant, après avoir été sceptique, puisse enfin les voir. Si Laurent Boutonnat joue comme d'habitude avec les codes du conte, on retrouve aussi ses inspirations habituelles. Par exemple, Ingmar Bergman, et toujours les films romanesques de David Lean. Mais la plus grosse inspiration vient d'un petit film biélorusse sorti en 1979. La chasse sauvage du roi Stak raconte l'histoire d'un jeune diplômé d'ethnologie qui enquête sur la disparition d'un roi. Il se retrouve dans un endroit reculé appelé la Sapinière des Marais, où une jeune fille que tout le monde dit folle s'accuse d'avoir tué le roi. Pourtant, le héros croit toujours autant que la chasse à courre fantomatique du roi qui gronde à l'horizon. Образованному человеку, как вы, не к лицу принимать акустические фокусы за сверхъестественные явления. Bon, là on commence à avoir un petit doute sur l'empreinte du scénario, on commence déjà à regarder Giorgio différemment quand il nous propose ses sucres d'orge. Donc ensuite on regarde le film en entier et là, on constate tout de suite la familiarité des plans, des ambiances, de la musique, des décors aussi bien extérieurs qu'intérieurs. On voit les mêmes matières, la même cheminée. Les plans sont longs, l'atmosphère austère, le héros erre dans des marais. Il enquête sur la disparition du roi d'après des dessins, puis s'aventure à la lampe à pétrole dans des sous-sols inondés. Certaines séquences et certains plans sont les mêmes. Les enfants fuient lorsque le héros s'approche d'eux, même quand il leur donne des bonbons. Quand on saigne, c'est du même endroit. Quand une femme court dehors, c'est les seins nus. Et quand on surprend un personnage dans une chambre, il parle à un cercueil. Bon, ça commence quand même à faire beaucoup. Mais honnêtement, ce serait injuste de dire que Giorgino est un plagiat du roi Stak. Sa mythologie est bien plus profonde. J'en veux pour preuve un roman en 2 parties. Bon, c'est un sacré pavé, mais il avait pas mal marché au moment où il est sorti. Amen. Tout dans Giorgino tisse des liens avec l'iconographie et la symbolique chrétienne. D'abord, les enfants disparus sont au nombre de 12, comme les apôtres du Christ. 12 petits nénuphars. Le personnage de Marie, tout comme la Vierge Marie, élève un enfant sans l'avoir accouché. Alors que Giorgio pénètre Catherine, il lui apparaîtra une sorte de nouvelle annonciation, la révélation qu'elle ne connaîtra jamais la maternité. Elle réapparaîtra ensuite avec l'apparence d'une religieuse entrée dans les ordres et ne dira plus rien jusqu'à la fin du film, comme si elle avait fait vœu de silence. Le docteur de grâce, prénommé Sébastien, suit le même destin que le saint martyr du même nom. Il échappe au sous-sol de l'asile et survit à de nombreux sévices avant de finalement succomber. Si on cherche un peu, on peut trouver plein d'autres motifs bibliques. L'aubergiste sévère, mais avec un bon fond, s'appelle Armel, du nom de saint Armel, grand défenseur de la justice et contre la peine de mort. Mais le personnage de Catherine a tout à voir avec Salomé, la décapiteuse décapitée. Ce personnage du Nouveau Testament réclame la tête de Jean-Baptiste qu'elle obtient sur un plateau. Dans le film, c'est donc elle qui a volé la tête de la statue. C'est vous qui avez pris la tête. Et comment est morte cette Salomé ? Vous l'avez deviné, elle passe sur un lac gelé et la glace se rompt sous ses pieds. Elle tombe dans l'eau avant que la glace se reforme autour de son cou, donnant l'impression que sa tête est comme posée sur un plateau. Salomé, icône récurrente chez Laurent Boutonnat, qui faisait déjà référence 10 ans auparavant dans son premier clip. Quant au nom de cet asile, il rappelle la martyre Sainte Lucie qui mourut elle aussi décapitée. Et Jésus dans tout ça. Dans Giorgino, il est réduit à une figure désacralisée, de laquelle on rit. Je l'ai vu. Qui? Le Christ. Sa tête a été réparée. Il est traité comme le commun des mortels, portant un ruban noir autour du cou comme pour dissimuler soit une tentative de pendaison, soit la marque avec laquelle on reconnaît les fous. Et Jésus aussi, tout comme n'importe quel aliéné de l'asile, finira la tête émergeante d'une baignoire. Alors voir Giorgino, ça peut être long, mais grâce à tout ce sous-texte, le revoir n'est pas répétitif. 30 ans après, chaque nouvelle vision relève de nouvelles correspondances dans le scénario, des autocitations, des éléments qui répondent à d'autres, des détails aussi. Là, par exemple, en le revoyant, j'ai vu une villageoise qui crache sur Catherine lorsqu'elle passe en calèche. J'ai remarqué des trucs drôles aussi, comme ces soldats qui cachent leurs cigarettes en présence du directeur de l'hôpital et se remettent à fumer une fois qu'il est passé. Ah aussi, le soir de l'armistice, Catherine dit qu'elle s'est habillée avec les vêtements de sa mère. C'est la robe de maman.
Et bien au bas de cet escalier, dans plusieurs séquences, on peut remarquer un tableau au mur. Dans l'obscurité, on le voit pas beaucoup, mais c'est un portrait de la mère de Catherine, justement, qui porte la robe en question. Mais le film tel qu'il a été tourné était plus riche encore. Afin de le faire passer sous une durée de 3 heures, une séquence entière a été supprimée au montage. Lors de la première arrivée de Giorgio vers Chanteloup, il s'arrête à ce moment-là, au pied du calvaire, et demande sa route à une vieille dame en calèche. Cette femme muette est accompagnée d'un enfant qu'on ne voit que de dos, et qui se révélera au bout d'1h30, au milieu exact du film, être le fameux petit Georges. Mais c'est pas tout. Un bout de séquence assez drôle a malheureusement été enlevé du montage. Lorsque le héros arrive pour la première fois à l'asile, on remarque une personne voilée assise sur un banc. Sa tenue rappelle celle de Catherine lors d'une séquence précédente. Giorgio se demande si ce serait pas Catherine justement, avant de s'apercevoir que la personne a des gros mollets poilus. À part ça, plusieurs bouts de séquences ont été supprimés, dont certaines qui laissaient penser que Giorgio était amoureux d'une autre fille avant la guerre, ou un autre bout, il se fait passer pour un soldat allemand pour faire peur à des enfants. D'autres bouts de dialogue ont été supprimés, il y en a même un où il insulte Catherine. Alors bien sûr, le film a ses défauts. Le contenu est riche, peut-être même trop chargé, et la mise en scène reste sage. La composition des cadres est plutôt simple, avec des sujets, la plupart du temps, centrés dans l'image. L'esthétique du film se révèle plutôt par certains plans larges, épurés, qui embrassent de grands espaces, des jeux de lumière figurant la part d'ombre des personnages, et l'audace visuelle de certains motifs récurrents, comme ceux de la folie ou de la nécrophilie. Dans l'histoire, l'intrigue que sont devenus les enfants passe rapidement au deuxième plan. En fait, c'est pas très important dans le film. Au cinéma, on appelle ça un MacGuffin, c'est-à-dire un fait un peu mystérieux qui sert de prétexte pour développer le scénario. C'est absurde. C'est la mort des enfants qu'il n'a pas supporté. Il avait des enfants. Il est donc possible qu'au bout d'une heure, le grand public commence à s'ennuyer un peu, et c'est ce que laissait entendre Guillaume Durand pendant la promotion du film. C'est vrai qu'il y a un parti pris, on va pas dire de lenteur, parce que si on dit ça, les gens vont dire on va pas y aller, c'est lent. C'est pas du tout lent et ennuyeux, mais c'est volontairement, comment dirais-je ? Oui. Oui, c'est lent quoi, on peut le dire. Ou alors il faut vraiment être fan des gens qui marchent silencieusement dans la neige. En fait, le truc, c'est ça. Il faut se laisser porter par la diégèse qu'a créé Laurent Boutonnat. Il sait très bien créer une atmosphère et imposer un monde à part. Et ça passe avant l'histoire, comme il l'expliquait à des journalistes à l'époque de la sortie du film. De quoi naissent les histoires, c'est très difficile. Jamais, par exemple, je me suis dit, je vais raconter l'histoire d'un type qui va faire ceci pendant la guerre, etc. Pas du tout. Vous savez, par exemple, vous avez envie de neige, vous avez envie de tempête, vous avez envie de vieilles maisons, vous avez envie d'amour, vous avez envie de violence, Je crois que les films partent de ça au départ, avant de devenir une histoire. Et de toute façon, personne n'est allé le voir. Giorgino, avec ses 3 heures de longueur, a été un échec total en salle. Mais on n'a pas idée du four. Imaginez-vous, le mercredi suivant la sortie, on n'a que 463 entrées dans la France entière. Moi, franchement, avec une bonne paire de ciseaux, j'enlevais les plans inutiles et je vous le raccourcissais, ce film. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants? C'est les loups. Et voilà. Mais on n'aurait pas connu ma scène préférée, je peux pas m'empêcher de vous la montrer, c'est celle qui arrive là. Il se passe pas grand chose, mais remarquez la direction de la lumière, écoutez les respirations, les bruitages, le choix de la musique. L'intensité de la rencontre des deux personnages, ce mélange de désir et de dégoût, sans un mot prononcé, ça, c'est de la mise en scène. Alors, fun fact, Laurent Boutonnat n'a pas écrit toute la musique du film. Là, dans cette séquence, en l'occurrence, c'est du Giacinto Chelsea, un compositeur italien des années 60. Et le morceau choisi, Waxuctum, ne l'est pas par hasard, c'est le nom d'un village maya détruit par lui-même pour des raisons religieuses. C'est encore du Chelsea pour la séquence de la pendaison. Et à la fin, pour la longue procession dans la neige avec le corps de Sébastien, c'est pas du Boutonnat non plus, mais du Bohuslav Martinu, un compositeur tchèque des années 40. D'ailleurs, le film pourrait se terminer là, dans le cimetière, sur la révélation finale et Catherine qui enlace Giorgio mort. Mais plutôt que de finir son film sur cette résolution, Boutonnat ajoute une mystérieuse séquence. Réfugié dans l'église, le cheval désormais lui-même orphelin de Giorgino, les yeux bondés et cernés par le hurlement des loups, divague sous un Christ sans tête et s'abreuve à l'eau d'un bénitier. Cette scène, alors que l'intrigue est close, apporte la réponse au pré-générique du début et la morale du film. Ce cheval qui survit en s'abreuvant au bénitier, c'est cet orphelin qui part vers l'inconnu de l'âge adulte.
Malgré les morts qui nous entourent, malgré l'abandon et malgré l'impuissance de la religion, il nous reste à nous voiler la face et continuer à vivre. Et même si le générique de fin s'est mis à défiler, on l'entend s'abreuver encore et encore. Et voilà, ce film avec sa géographie, ses codes, ses symboles, son austérité est un univers à lui seul. C'est ça, c'est un voyage. Alors on peut y être hermétique, on peut le trouver interminable ou bien labyrinthique, mais même avec tout ça, Giorgino garde son âme.